Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo de la rôtisserie culturelle, la chaîne qui passe la culture au grill. Et en cette saison des barbecues, on est en plein dedans. À l'occasion de cette vidéo, changement de sujet puisqu'on va passer des mangas à la série télé et comme ça éviter d'être catalogué comme chaîne à japonaiserie. Dans cette vidéo, je vais donc vous donner mon avis sur la saison 2 de Luke Cage. Au début, je voulais intituler cette vidéo Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Mais vu le contexte de la série, ça aurait quand même été dommage de se faire suicider la chaîne par la Lycra. Mais l'esprit est là, et d'espoir, il n'y aura pas. Cette vidéo sera douloureuse, mais il fallait que ça sorte. Et donc passons à Luke Cage, dont je vais essayer de faire une critique objective. Mais comme toute œuvre, elle sera aussi également jugée à l'aune de ce qu'on pouvait en attendre. Hein. Si on demandait à Léonard de Vinci de nous faire un portrait, et qu'à la place il nous pondait une croûte avec un bonhomme fil de fer, on pourrait légitimement lui dire « Putain mec, mais tu t'es foutu de notre gueule, qu'est-ce que c'est que cette merde ?» Alors qu'en revanche, si la même chose venait de votre petit-neveu de 3 ans trisomique, on trouverait ça exceptionnel, puisque, vu ce qu'on pouvait attendre de lui, il se serait surpassé. Et donc, Luke Cage, qu'est-ce que c'est ? À la base, c'est l'histoire d'un mec qui a obtenu des pouvoirs en prison et qui, une fois sorti, ne sait plus où est sa place, et ni que faire de ses pouvoirs. Son problème, les scénaristes ne savent pas non plus. Donc plus qu'une série banale, Luke Cage et surtout sa saison 2, c'est l'histoire d'un gâchis monumental. Gâchis de talent d'acteur, dont le talent ne peut pas transformer la bouse qu'on leur fait dire, et gâchis d'une histoire héroïque et inspirante dont on nous a privés, car tous les éléments étaient là, mais il semble que personne chez Netflix ne l'ai remarqué. Avant de parler plus en détail de cette saison 2, retournons d'abord brièvement sur cette saison 1, dont le final, il aurait déjà dû nous servir de leçon. La saison 1, c'est l'histoire d'un mec qu'on a mis en prison alors qu'il est innocent, hein, un peu comme tous les mecs qu'on met en prison, et qui devient quasi invulnérable suite aux expériences menées sur lui. S'échappant de prison grâce à sa force nouvellement acquise, il retourne à Harlem où il change d'identité et tente de retrouver une place dans la société, en faisant des petits boulots de merde, se contentant au début d'être simple spectateur des atrocités du gang du méchant Cottonmouth, hein, en bon petit lâche. Il finit par se rendre compte qu'en fait il peut faire quelque chose, hein, puisque vu qu'il est invulnérable et qu'il a une force surhumaine, ça doit bien pouvoir servir. Et donc il entreprend de confronter ce gang. Ça escalade, il y a des innocents qui sont pris au milieu, ils crèvent, ça joue au chat à la souris, et au final, le méchant Cottonmouth se fait buter par sa cousine Maria au milieu de la saison. Mais c'est là que la série, qui était tout à fait regardable, hein, jusque-là, elle devient encore plus intéressante, puisqu'on a un nouveau méchant qui arrive, et il arrive quasiment à tuer Luke Cage, qui évidemment survit puisque c'est le héros, et ce méchant, il semble déterminé à traquer et à tuer Luke Cage. Et il se révélera plus tard qu'en fait c'était le frère illégitime de Luke Cage qui voulait se venger de la manière dont leur père commun l'avait traité lui et sa mère, pendant que Luke Cage et sa mère avaient tout. Outre la performance incroyable de Eric Larry Harvey dans la peau du méchant, Diamondback, c'est l'affrontement et les thématiques quasi bibliques qui sont apportées par cette histoire qui en font tout l'intérêt. Si la violence de Diamondback est répréhensible, on comprend parfaitement ses motifs et ses envies de vengeance, changeant le paradigme de Luke Cage qui, du coup, devient le, entre guillemets, méchant en termes de motivation. Et c'est exactement comme ça que ça devrait être. Le méchant est là pour obliger le héros à réfléchir sur sa place et ce qu'il fait, et quand c'est bien fait, l'évolution du personnage, c'est ce qui rend la série intéressante. Mais tout ça dans la saison 1 fut ruiné dans l'ultime épisode, jetant à peu près toutes les thématiques et caractéristiques établies par les personnages à la benne, transformant Diamondback en méchant de foire, et Luke Cage n'aura finalement aucune leçon à tirer de son affrontement. C'est donc avec un quasi statu quo que commence cette saison 2, à la seule exception de Misty, hein, qui a perdu son bras dans les Defenders, mais ça, on y reviendra plus tard. Petit aparté au passage, les Defenders, c'était bien de la grosse merde. Donc, désormais, Luke Cage, qui est devenu une célébrité locale, hein, il est traqué par tout le monde via une application mobile. Ça, c'est une gimmick un peu stupide qui disparaîtra dans les premiers épisodes. Pendant qu'il y a les deux méchants de la saison précédente, Maria et Chase, qui relancent leur trafic d'armes. Entre en scène le nouveau méchant, le Jamaïcain Bushmaster, qui déclenche une guerre ouverte pour reprendre la place de Maria. Il est doté de pouvoirs qui lui permettent de démolir Luke, pendant que Luke Cage doit lui aussi de son côté gérer la colère larvée qu'il nourrit pour son père. Et c'est un peu le seul truc qui reste de la saison précédente. Hein.
Et donc cette colère le dépasse parfois au point de déclencher des épisodes de rage. Mais tout ça, au final, sera évacué comme de la merde dans une chasse d'eau. A priori, donc on avait des bons éléments pour commencer cette saison. On avait un héros en souffrance qui en plus fait face à un méchant plus fort que lui, Misty en sidekick de Luke qui est rendu handicapé, et de l'autre côté, on a un méchant, Bushmaster, qui outre sa fantastique interprétation par Mustafa Shakir, avec son accent jamaïcain incompréhensible, il dispose de pouvoirs non seulement puissants, mais également d'un motif légitime pour mener sa vendetta. Bon, au final, son motif, il sera aussi très mal amené. Hein, au moment où il donne ses raisons, on en a déjà plus rien à foutre de pourquoi il fait ça. Et donc, pour finir, il y a le couple Shades-Maria qui sont unis par les liens de la criminalité, et eux sont pris en étau entre le Jamaïcain violent et la police qui attend leur premier faux pas pour les coffrer. Mais, fort heureusement, on est dans une série Netflix Marvel Disney, et donc on va pouvoir ruiner tout ça par la magie de l'incompétence. Hein, parce que derrière son jazz hip-hop et le vernis de la série qui coûte cher, c'est un massacre de scénarios qu'on assiste, et rien ne sera épargné. Ni les personnages, ni l'histoire, avec une bonne plâtrée d'incohérence et de stupidité. Attiré par la promesse du premier épisode, telle une adolescente naïve se fait attirer dans les keufs de banlieue, on se prend les 13 épisodes les uns à la suite des autres, sans vaseline. Rapidement d'ailleurs, le scénario tourne en boucle et l'absence d'imagination tourne au comique de répétition. On pourrait résumer l'histoire un peu comme suit. Maria et Shades font leur manigance, Bushmaster se met en travers, Luke intervient. Bushmaster bat Luke, Luke se remet. Maria et Shades continuent leur manigance, Bushmaster se met en travers, Luke intervient, Bushmaster bat Luke, Luke se remet. Maria et Shades continuent leur manigance, Bushmaster se met en travers, son plan échoue à cause de Luke. Ils se battent, Luke bat Bushmaster, Bushmaster se remet, Maria et Shades font leur manigance, Bushmaster et Luke se mettent en travers, puis Bushmaster tente d'en finir avec Maria, Luke intervient et bat Bushmaster. Et là, il restait encore un épisode. Comme on voit, ça fait beaucoup d'éléments qui se répètent, et sans vraiment qu'il y ait une escalade dans l'amplitude ou dans les enjeux. Car on aurait pu se dire, une intrigue cyclique qui va de plus en plus loin, ça peut être bien, et ça va mener à un final épique. Mais en final, rien de tout ça, puisque Bushmaster était bien plus violent et fort au début de la série. Aussi, la série échoue par l'incapacité des réalisateurs et scénaristes à correctement établir les pouvoirs des différents protagonistes. Par moments, Luke est capable d'arrêter l'explosion d'une grenade entre ses mains sans vrais efforts, et plusieurs épisodes après, il a du mal à éviter un couteau qui de toute façon peut pas le blesser, et Luke pour finir 2-3 clampins. Par moments, il se bat aux côtés de Misty, et on a l'impression qu'elle est aussi forte que lui. Et lors de son alliance éphémère avec un Bushmaster qui pour le coup était privé de ses pouvoirs, il semble ne pas y avoir de différence de puissance entre les deux. Hein, les deux ils se débarrassent d'une ribambelle d'ennemis comme des bulldozers dans une foule et on voit pas la différence. Tu demanderais à quelqu'un qui connaît pas la série ni les personnages, tu lui demandes c'est qui le plus fort des deux dans cette scène, je garantis que ce serait du 50-50. Et avec ce scénario qui tourne en rond, et des méchants dont on se demande s'ils ont réfléchi 5 minutes à leur plan pourri, et ainsi qu'une police dont tous les membres se sont vus offrir une veste réversible, le héros, finalement, triomphe sans qu'on ait à aucun moment douté de ce qui arriverait, laissant de côté toute possible évolution ou réflexion sur sa place à Harlem, ou même sur sa place en tant que héros. Le dernier épisode sentant à plein nez le rattrapage de dernière minute, quand les scénaristes se sont rendus compte à l'avant-dernier épisode qu'en fait, ils avaient absolument rien raconté pendant les 12 épisodes précédents, et qu'ils avaient besoin d'une conclusion. Outre une histoire qui se répète et qui sait pas trop où elle va, le plus gros gâchis vient de l'écriture des personnages. Malgré la bonne volonté des acteurs, je vais citer notamment l'excellent Mustafa Shakir et mon petit chouchou Théo Rossi, impossible pour eux de transformer l'histoire merdique qu'on leur fait jouer. Et au final, aucun personnage n'aura suffisamment d'intérêt pour qu'il soit notable. Prenons Misty Knight par exemple, c'est un personnage que j'avais pas vraiment apprécié lors de la saison 1, elle est un peu trop sûre d'elle, vendue comme une badass sans raison, alors qu'elle a aucun pouvoir, mais le fait qu'elle ait perdu son bras dans les Defenders, c'était l'opportunité de lui donner une consistance et de l'intérêt. Au début de la saison, c'est une fliquette estropiée, devenue inutile sur le terrain, sans partenaire, diminuée physiquement et socialement, sa raison d'être c'était d'être enquêtrice, elle a tout perdu. La suite logique, ça aurait été une mise au placard par la police, une Misty qui sombre dans les espoirs puisque elle a perdu sa raison d'être sans espoir d'en sortir, avant de soit se tirer une balle, ça c'était si on était dans une série HBO, soit de se battre pour retrouver son mojo et retrouver sa place puisqu'on est dans une série super héroïque. C'est un peu ce qu'aurait pu être fait en parallèle
de l'arc Luke Cage, qui, de son côté, était aussi censé combattre ses démons. Mais non, hein, rien à foutre. À la place, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une version édulcorée et rapidement bouclée, où, au final, quand on perd un bras, on s'en fout un peu, hein, elle est triste, parce que ses collègues, ils la regardent avec pitié, mais on la laisse quand même enquêter. Toute seule, putain! On est dans le délire complet. La meuf, elle a perdu son bras, mais insiste pour revenir bosser, hein, soit. Mais le chef de la police lui permet de continuer les enquêtes de terrain, et sans même un putain de nouveaux partenaires. Ça tient du n'importe quoi. J'imagine que le commissariat de Harlem, il a ni avocat, ni conseiller en assurance ou ressources humaines, parce que, imaginons 5 minutes, que Misty se retrouve seule à enquêter et se fasse buter, je suis curieux de savoir comment ils vont justifier d'avoir envoyé la seule estropiée du commissariat toute seule et sans défense dans l'un des quartiers les plus criminogènes du coin. Bon, après, on n'est plus à une absurdité près, hein. Et au final, ça change pas grand chose. Elle peut donc continuer à enquêter sans problème, avec ou sans bras, on s'en bat les couilles. Mais elle est un peu déprimée, hein, quand même. Elle a plus son bras, ça la fout mal, et puis ça la gêne un peu pour se branler. Mais c'est là qu'arrive le premier caméo inutile de la saison. Hey Colleen Wing, tu sais pas quoi faire? Ça te dit de venir pour un épisode et puis de disparaître? Donc on a Colleen Wing, qu'on avait découvert dans Iron Fist, qui arrive, et tente de remettre Misty d'aplomb en lui apprenant la boxe anglaise. Oui, j'ai bien dit la boxe anglaise, bordel. C'est vrai que le kickboxing, quand on a perdu un bras, c'est complètement superflu. Et puis après, t'as Colleen qui lui fait un speech sur la force intérieure, et au final, ça suffit. Elle avait raison de faire son speech à la con, c'est moi qui suis mauvaise langue, parce que la scène d'après, Misty, elle défonce 3 ou 4 gros types dans un bar. Et ce, sans une goutte de sang, ni même de sueur. C'est limite à se demander à quoi il sert Luke Cage. Parce que si une femme manchotte, elle peut défoncer les groupes de racailles aussi facilement que si elle faisait du pilate, ce type ne sert à rien. Et puis, épisode suivant, tu as son ami richissime Danny Rand, le Iron Fist, qui lui envoie un nouveau bras robotique high-tech, limite par la poste, hein. Et hop, fini l'arc Misty. Ça a duré quoi, 4-5 épisodes à tout casser, et elle est désormais revenue au statu quo, mais avec des pouvoirs. Donc c'est pas vraiment le statu quo, hein. Au final, elle s'est améliorée puisqu'elle a de nouveaux pouvoirs sans les mériter une seule seconde. Et encore heureux qu'on n'ait pas fait de crossover avec le Marvel Cinematic Universe, parce que sinon ça aurait été un bras de la Stark Company, hein, avec laser et lance-roquettes intégrés. On a échappé à ça. Après tout ça, hein, ça n'empêchera pas Misty de faire la gueule pour le reste de la saison, en étant borderline méchante par moment. Et du coup, sans raison, puisque au final, c'est 1, la star du commissariat, et 2, elle a un bras que même les non-amputés lui envient. Bref, rien à foutre. Donc on aurait pu faire une bonne dynamique avec Colleen, hein, qui se sentant coupable. Je rappelle au passage que Misty a perdu son bras en la sauvant. Colleen aurait pu vouloir l'aider à reprendre sa vie en main, surtout que ça aurait pu correspondre à une bonne évolution du personnage de Colleen Wing. Ça aurait pu être plutôt sympa de l'avoir switché d'une série à l'autre, car à la base, il faut rappeler que c'est la sensei badass. Elle éduque ses élèves de quartier en les aidant à défoncer du méchant quand il y a besoin. Sauf que dans la série Iron Fist, c'est là que le Iron Fist du titre, Danny Rand, arrive, et là, la pauvre fille, elle est dépassée, puisqu'elle a aucun pouvoir, elle fait que des arts martiaux. Elle peut pas suivre le rythme des super-héros, puisque eux, ils ont des dons surhumains. Et même quand elle combat des méchants à son niveau, genre Bukudo, elle se fait battre, et il y a Misty qui est obligée de se sacrifier, d'y laisser le bras pour pouvoir gagner. Elle est passée du sensei super fort à demoiselle en détresse en l'espace d'une saison. Et la mettre dans cette série et lui permettre de retrouver un peu de sens à sa vie, c'était pas superflu. Sinon, hein, elle peut toujours retourner faire vite couille dans la série Iron Fist, ce qui est probablement ce qui va lui arriver. Et c'est à peu près pareil avec tous les personnages. On fait apparaître le père de Luke, rappelons-le, hein, qui a quasiment fait de Diamondback ce qu'il était. Et dans Luke, dans la première saison, il en parle avec peur, hein, on l'imagine comme le daron un peu tyrannique. Sauf que là, donc, il est interprété par Reg Ikate. Bon, j'écorche probablement son nom, mais comme il est mort, il m'en voudra pas. Et c'est un bon acteur, hein, j'ai rien à dire sur lui. Mais selon moi, c'est un très malheureux choix de casting, parce que justement, il est trop sympathique. À aucun moment, on sent ce qu'on a pu ressentir dans la saison 1, quand on l'avait pas encore vu. Du coup, ça rend la rancune de Luke Cage difficile à comprendre, car très mal caractérisé. Et au final, comme ils deviennent super potes vers la fin,
On se demande si tout ça a bel et bien existé ou c'est pas le petit Luke qui nous faisait sa crise en mode oh, mon papa il est méchant. Parce que t'as 30 ans de relations houleuses père-fils qui sont résolues en quelques épisodes, hein. Enfin, je sais pas vous, moi ça me fait chaud au cœur. On en revient à regretter que Rosario Dawson elle soit cassée aussi vite dans la série. Bon, alors, probablement elle avait lu la suite du scénario et puis elle s'est dit « Non merci !» Parce que j'aurais bien vu, moi, une scène finale de dîner de famille avec Bushmaster en invité surprise qui a ramené une bonne petite bouteille de rhum jamaïcain et tout est bien qui finit bien. Et aussi, bon, à côté de ça, on a un Luke Cage qui est dépassé par un ennemi plus puissant. Mais à aucun moment, il tente un plan ou un entraînement spécial pour tenter de gagner au final, hein. Non, pas du tout. Si Luke, il finit par gagner, c'est uniquement parce que la drogue que prend Bushmaster pour avoir ses pouvoirs, elle finit par le tuer. Sans ce coup de chance, Luke, il perdait à chaque fois. Hein, si la drogue de Bushmaster l'avait pas lui-même affaibli, il aurait probablement glissé sur une peau de banane. C'est à ce point que j'ai confiance dans les scénaristes. Et n'évoquons même pas le caméo d'Iron Fist vers la fin. Le mec arrive, il fait son speech sur la force intérieure, la méditation, l'entraînement, et puis il se barre. Dieu nous préserve d'une quelconque scène d'entraînement ou d'une amélioration de Luke Cage, hein, avec des nouvelles techniques ou une force intérieure retrouvée. Niveau 0 de l'évolution des personnages. Après, hein, en vrac, on a la relation Shades-Maria. Comme les scénaristes, ils savaient pas trop quoi en faire, et ben nous, on sait pas trop non plus. Hein, ils se comportent comme un couple, ils se bécotent 2-3 fois comme deux ados devant leurs parents, et rien d'autre. Jamais une scène de cul, ni même suggérée. À croire que Maria est aussi sèche que la vallée de la mort, et que Shades, il préfère fourrer son pote de l'armée. Et j'en profite, hein, vu qu'on est sur Maria, la méchante politicienne, c'est à se demander comment elle a fait jusque-là, parce que la meuf, elle a le meilleur avocat de la ville. Le mec, dès qu'il arrive, il résout tous les problèmes. C'est l'équivalent afro-américain de Winston, hein, dans Pulp Fiction. Je résous les problèmes. Hein, c'est un couteau suisse juridique. Mais donc là, elle a ce mec, mais elle préfère confier tous ses avoirs par Power of Attorney, qui est l'équivalent d'un mandat, au mec le moins crédible de la finance. Un petit aparté réalisme, je vais essayer d'être court, mais dans la vraie vie, le deal qu'il lui propose, il tiendrait pas la route une seule seconde. Parce que, qu'est-ce qu'il lui propose ? C'est de profiter d'une information privilégiée qu'il possède sur une société pour racheter des parts de cette société de force. Et donc, elle réussit à obliger le mec qui possède cette société à lui revendre ses parts par une assemblée générale en lui tordant le bras. Je connais pas le système américain, mais en France, ce truc-là, ça tiendrait pas 5 minutes parce que là, une vente de titres suspecte 2 jours avant la sortie d'un truc dont il y avait des informations privilégiées, c'est direct, il y a tous les warnings qui se mettent au rouge et t'as les enquêteurs de l'AMF qui viennent te voir. Bref, ça fait que rajouter des éléments qui montrent le peu d'intérêt que les scénaristes avaient pour l'écriture. Et, contre toute attente, le plan foire. Et le mec perd tout, il perd tous les avoirs de Maria en se faisant piquer les putains de mots de passe par Bushmaster, hein, les mots de passe. Et là, c'est du grand art. Parce que Bushmaster, il obtient les mots de passe, et comme ça, il devient propriétaire du bar qui sert de repère à Maria. Hein, c'est fantastique. Les États-Unis, c'est le royaume de l'absence de formalisme. Je pense que ceux qui sont atteints de phobie administrative, ils vont aller émigrer là-bas, hein. Et donc ça, c'est même pas le pire dans la série. Le plus drôle, c'est entre l'épisode 11 et 12. Alors là, je dois bien vous avouer, j'ai dû re-regarder la fin de l'épisode 11 pour être sûr que j'avais rien raté quand j'ai lancé l'épisode 12, hein. Parce qu'en effet, entre ces deux épisodes, il a pas pu se passer plus de 24 heures, voire même une nuit. Shades, il est encore en garde à vue au début de l'épisode 12. Mais pendant ce laps de temps, attention, hein, non seulement Maria, elle a réussi à lancer tout un business de drogue, alors un business dont elle avait jamais rien fait jusque-là. Bon, probablement qu'elle avait lu le petit manuel du vendeur de drogue pour les nuls, et a réussi à vendre toute cette drogue dans la ville, provoquant des overdoses. Au passage, il y a une ribambelle de nouveaux méchants sortis de nulle part qui débarquent, et t'as Luke Cage qui trouve l'entrepôt où est produite la drogue le jour même, hein, c'est magie du scénario. Pour autant de réalisme, je pense que les créateurs, ils ont dû regarder la série The Wire au moins 10 fois, tellement c'est réaliste, c'est précis, ça va dans le détail. Quant au dernier épisode,
il y a presque rien à voir avec le reste de la série. On a Maria qui a été arrêtée et qui arrive à régner sur la prison dans une scène qui ferait passer le Punisher dans la saison 2 de Daredevil pour une tafiole. Et puis on a la fille de Maria, bon alors ça je vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est un autre personnage au potentiel complètement raté, qui finit par aller tuer elle-même sa mère au parloir de la prison. Alors pourquoi ? Bah parce qu'elle a vu un type dont jusque-là on se battait les couilles mourir. Déjà ce type il était inutile, on savait même pas qu'il avait des relations avec la fille de Maria, mais visiblement ça a fini de convaincre la fille de Maria d'aller tuer sa propre mère en prison. Par contre, les centaines de morts innocents qui avaient eu lieu jusque-là, même les types qui se sont fait brûler vifs dans le reste de la saison, pas de soucis, ça visiblement ça lui posait moins de problèmes à la fille. Comme j'ai déjà dit, cohérence et motivation des personnages, on s'en fout. Le scénariste, ils étaient pas là pour ça. Probablement ils étaient juste là pour balancer des trucs sur Instagram, pour montrer à quel point ils sont cool parce qu'ils bossent sur la série. Hey, likez mes posts. Puis on enchaîne, twist final. Maria, qui est morte, on lit le testament. Elle lègue son bar, enfin son club, sa discothèque, je sais pas ce que c'est, à Luke Cage, qui devient donc le patron de Harlem. Alors il aurait pu refuser, ou tenter d'en faire un centre d'accueil pour les démunis, par exemple. À titre de rappel, c'est ce que faisait Black Panther à la fin du film. Ayant appris de ses erreurs après son affrontement contre sa némésis Killmonger, il décide d'ouvrir le Wakanda et d'aller créer un centre pour réfugiés aux États-Unis. Mais non, ici, pas du tout. Autant faire un truc qui ressemble à rien au personnage. Et puis il enfile son costume pour devenir le nouveau Kate de Harlem, pendant que t'as Misty qui lui conseille de filer droit. Comme s'il y avait besoin, Parce que, à part un trou dans le mur, Luke Cage, il est resté à 10 km du côté obscur pendant toute la saison. Donc, je vois pas de où on peut croire un instant à ce faux cliffhanger. C'est vraiment sorti de nulle part. En conclusion, donc, c'est un scénario qui est ni fait, ni à faire. Écriture des personnages honteuse, histoire qui fait mal au cul quand on pense aux séries du même thème existantes. Et quant à la réalisation, en fait, la réalisation, y a rien à dire. Elle est bien, y a rien à dire. Y a absolument rien de marquant. Y a quasiment pas une scène dont je pourrais me rappeler qui marquerait ou qui aurait un intérêt de mise en scène quelconque. Je pense peut-être à la scène de fin, vers la fin, t'as une scène entre Cage et puis Sugar. Il y a un lever de soleil ou un coucher de soleil, je sais plus rien, puis ils ont une petite discussion, ça c'était vraiment sympa, mais c'est vraiment pour donner un exemple, tellement il y en a peu. Donc, autre point positif, la musique est très présente dans la série, mais hormis une bonne playlist Spotify, on n'en garde pas plus dans le contexte de la série. Ça sera donc probablement pour moi la dernière série Marvel Netflix, La perte de temps, elle est à la hauteur de la déception. Ça a été une torture à finir, et je l'ai presque fini que par honnêteté intellectuelle, juste pour pas faire une vidéo sans avoir vu la fin. Le seul moyen de dire que cette saison est bonne, ça serait d'en avoir vu que les 3 premiers épisodes. Là, dans les 3 premiers épisodes, tout était plutôt bien. On avait un bon début, on avait un Luke qui devait lutter contre la colère qui refoulait, contre son père, mais qui explose de rage quand il démolit un criminel devant son gosse terrorisé. Et puis après, il rentre chez Claire, et il est encore énervé, et il pète le mur parce qu'elle lui rappelle son père. Et après, il sort dehors, il est toujours énervé. Et là, il se fait défoncer par Bushmaster. Bushmaster, lui aussi, on voit les pouvoirs, l'ambition, tout en le montrant sous un bon angle, parce que on le voit à certains moments siroter un petit rhum avec son pote, dans le petit boui-boui jamaïcain, où il y a toute sa famille et la communauté jamaïcaine qui se réunit. Ça, c'était des bons moments de caractérisation du personnage. Et pareil, Misty qui arrive pas à trouver sa place après la perte de son bras, etc. Mais en fait, tout ça vole en éclats lors de l'épisode 4 à peu près, où il y a le personnage de Claire qui disparaît, purement et simplement, comme un autre personnage secondaire, mais qui était là depuis la première saison, celui qui gardait le salon de coiffure. Et pareil, il disparaît aussi, et donc ça clôture l'arc mauvaise passe de Luke, et puis après, il y a le caméo de Colin Wing, qui clôture l'arc Misty, et ensuite, on n'a plus qu'un enchaînement d'événements qui vont plus ou moins faire avancer l'intrigue, mais qui tournera en rond, sans qu'on se préoccupe d'une quelconque évolution des personnages. Après, on pourra toujours m'objecter que je m'acharne sur une merde américaine, que c'est du Disney, l'empire capitaliste, que tout le monde sait que c'est de la merde, et j'aurais dû le savoir, j'aurais dû savoir dans quoi je mettais les pieds. Et c'est pas faux, mais il n'empêche que je suis toujours attristé devant une telle médiocrité, surtout quand elle gâche un tel potentiel. Parce que pour cette saison 2, tout était là, il suffisait de se pencher.
Mais au final, le seul qui s'est penché, c'est le spectateur pour prendre ce truc dégénéré dans le cul. Et, je voulais tant que cette série rehausse le niveau, mais au final, elle finit nulle part, et elle méritait probablement pas que j'y consacre toute cette vidéo. Mais en tant que victime de cette vidéo, puisqu'on est dans l'époque de la victimisation, en mode #MeToo, ça m'aurait servi au moins, je l'espère, de thérapie, et aussi d'avertissement à tous ceux qui auraient envisagé de regarder cette série.